Bonjour. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui est revenu un jour d'un voyage un peu particulier. Pas forcément être en voyage, ça peut être une retraite, une méditation, quelque part à l'écart du monde, quelques jours passés dans un endroit reculé, ou même un pèlerinage vers un lieu qui avait pour cette personne une signification particulière. Et quand elle revient, quelque chose a changé. Elle vous parle de ce qu'elle a vécu avec une intensité que vous ne lui connaissiez pas forcément. Elle vous raconte le silence, le lieu, les gens qu'elle a rencontrés. Elle vous dit qu'elle a ressenti quelque chose là-bas, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, une présence, peut-être simplement le sentiment, pendant quelques jours, d'être enfin à sa place. Et quand elle vous raconte tout ça, vous sentez que c'est sincère. Elle ne cherche pas forcément à vous convaincre, elle essaie simplement de mettre des mots sur quelque chose qui a compté pour elle. Et parfois elle parle lentement, comme si elle avait peur d'abîmer ce qu'elle essaie de vous transmettre. Alors vous l'écoutez. Et puis quelque part, une petite question commence à apparaître. Pas forcément tout de suite, peut-être quelques jours plus tard. Vous vous demandez simplement, est-ce que ce qu'elle a trouvé là-bas est encore là, maintenant qu'elle est rentrée? Parce qu'il y a parfois quelque chose d'étrange dans ces récits. On sent que l'expérience a été réelle, mais on sent aussi qu'elle commence déjà à appartenir au passé. Comme si cette paix avait appartenu au lieu, et pas tout à fait à la personne qui l'avait vécue. Quelques semaines passent. Vous revoyez cette personne, mais cette fois dans un contexte beaucoup plus ordinaire. Le travail est repris, les contraintes aussi. Il y a de nouveau les horaires, les factures, les transports, les conflits, les petites irritations et les grandes fatigues du quotidien. Et dans son regard, vous ne retrouvez plus complètement ce que vous aviez vu juste après son retour. Ce n'est pas forcément parti, mais c'est moins présent. Comme une lumière qui s'éloigne doucement. Et souvent, la personne elle-même le sent très bien. Elle commence à parler de retourner là-bas, ou de faire une autre retraite. Elle cherche un autre lieu, une autre méthode, parfois une expérience plus profonde encore, qui lui permettrait de retrouver ce qu'elle avait ressenti la première fois. Et peut-être que vous avez déjà observé ce mouvement chez quelqu'un, ou même chez vous. On cherche quelque chose d'essentiel. On croit le trouver dans un lieu, dans une pratique, dans une personne, dans un moment très particulier. Pendant un temps, quelque chose s'ouvre, puis la vie ordinaire revient. Et ce qu'on avait trouvé semble ne plus vraiment tenir. Alors on repart chercher. Parfois ailleurs, parfois plus loin, parfois autrement. Et c'est ce mouvement qui m'intéresse aujourd'hui. Pas pour dire que ces expériences ne servent à rien, et encore moins pour dire qu'elles seraient fausses, mais pour poser une question beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui produit réellement ce que nous allons chercher? Parce qu'au fond, ce mouvement ne concerne pas seulement la spiritualité. On le retrouve chaque fois que quelque chose que nous cherchons semble dépendre de conditions particulières qu'il faudrait retrouver pour en éprouver de nouveau les effets. Ça peut être un lieu, une personne, une pratique, une autorité. Ça peut être aussi un moment futur qu'on attend depuis longtemps en se disant « quand j'y serai, quand j'aurai enfin obtenu ça, quand cette période sera terminée, alors je pourrai enfin vivre autrement. » Et encore une fois, le problème n'est pas ce que nous trouvons soit faux. Le voyageur dont je vous parlais tout à l'heure a peut-être réellement vécu quelque chose de profond. La question est plutôt, est-ce qu'il comprend ce qui a produit cette transformation en lui? Parce s'il doit retrouver exactement les mêmes conditions pour retrouver exactement le même état, alors il connaît très bien les faits. Mais il ne connaît pas nécessairement la cause. Et cette différence est importante. On peut ressentir quelque chose avec une intensité extraordinaire sans comprendre
ce qui le produit. On peut même passer une partie de sa vie à essayer de retrouver ses effets. Mais tant que la cause reste opaque, on reste dépendant des conditions dans lesquelles cet effet apparaît. Et c'est là qu'on peut faire un premier rapprochement avec la socio-ontologie civique. La socio-ontologie civique a été créée pour observer les collectifs. Elle n'est pas une méthode destinée à classer les personnes selon leurs croyances ou leurs pratiques spirituelles. Mais elle nous donne ici une distinction intéressante. Dans un collectif, elle appelle transcendance une situation dans laquelle ce qui donne la direction, ce qui donne le sens ou ce qui légitime l'action vient d'un ailleurs assumé comme tel. Une autorité décide, une tradition donne la direction, une règle s'impose parce qu'elle vient d'une source reconnue, comme extérieure au collectif. Et je précise quelque chose parce que c'est important, la socio-ontologie civique ne dit pas que c'est nécessairement mauvais. Elle ne pose pas un jugement moral. Elle regarde simplement où se trouvent les causes et quel rapport les membres entretiennent avec elles. Est-ce que ceux qui vivent une situation peuvent comprendre les causes qui les affectent, y accéder et agir sur elles? Ou est-ce que l'essentiel de leur orientation dépend de causes sur lesquelles ils ont peu ou pas de prise? C'est cela qui nous intéresse. Imaginez maintenant quelqu'un qui ne cherche plus forcément un ailleurs. Cette personne a une pratique régulière depuis des années. Elle médite chaque matin, par exemple, elle suit une discipline, observe certaines règles, répète certains gestes avec beaucoup de constance. Et là encore, il ne s'agit pas de se moquer de cette personne. Son engagement peut être parfaitement sincère. Cette pratique peut lui faire du bien, elle peut l'apaiser, lui donner une structure, lui permettre de traverser certaines périodes difficiles. Tout cela peut être réel. Mais imaginons qu'en discutant avec elle, quelque chose vous intrigue. Elle parle énormément de sa pratique. Elle connaît les techniques, elle peut vous parler des étapes, des progrès qu'elle a réalisés, du nombre d'heures qu'elle y a consacrées. Elle peut expliquer très précisément ce qu'elle fait chaque matin et pourquoi cette pratique est importante pour elle. Mais si vous déplacez légèrement la question et que vous lui demandez, d'accord, mais qu'est-ce que tout cela t'a permis de comprendre, ce qui t'affecte réellement? Pourquoi cette peur revient-elle toujours dans les mêmes conditions ou les mêmes situations? Pourquoi cette relation produit-elle toujours la même réaction? Pourquoi certaines situations continuent-elles à déclencher les mêmes mécanismes? À ce moment-là, la réponse devient parfois beaucoup moins précise. Et souvent, on revient à la pratique elle-même, à ses bienfaits, à la nécessité de continuer, à l'idée qu'il faudrait peut-être pratiquer davantage. Et c'est là qu'une distinction devient importante. Être apaisé et être libéré. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Une pratique peut réellement m'apaiser, elle peut m'aider à supporter quelque chose, elle peut même être extrêmement précieuse dans ma vie, mais si elle ne me permet jamais de comprendre davantage les causes de ce qui m'affecte, alors elle ne transforme pas nécessairement mon rapport à ces causes. Et elle peut même parfois devenir une manière très élaborée d'éviter la question qu'elle était censée nous aider à traverser. On continue à faire, on continue à pratiquer, on a le sentiment sincère d'avancer, mais il reste une question très simple. Qu'est-ce que je comprends aujourd'hui que je ne comprenais pas avant? Dans les collectifs, la socio-ontologie civique décrit un régime particulier qu'elle appelle fausse immanence. Et je veux être précis ici. La situation n'est pas exactement celle de notre pratiquant. J'utilise cette notion par analogie pour éclairer un mécanisme. Dans un collectif en fausse immanence, tout donne l'impression que les membres sont cause de ce qui arrive. On parle de participation, d'autonomie, de liberté, les procédures existent, les personnes participent réellement, mais lorsqu'on remonte les chaînes causales
on découvre que les décisions importantes, celles qui déterminent réellement la vie du collectif, restent hors de leur portée. C'est pour cela que la fausse immanence est si difficile à voir. Dans la transcendance, on sait que la cause est ailleurs. Dans la fausse immanence, on peut avoir le sentiment d'être cause alors que les causes déterminantes continuent à nous échapper. Et dans une recherche spirituelle, quelque chose d'analogue peut parfois se produire. On a le sentiment d'avancer, on travaille sur soi, on accumule les pratiques, les expériences, parfois les années. Mais les causes de ce qui nous affecte restent aussi opaques qu'avant. Et peut-être qu'il faut oser poser ici une question un peu plus dérangeante. Au fil du temps, nous avons entouré ce qu'on appelle la spiritualité de beaucoup de choses. Des pratiques, des lieux, des maîtres, des méthodes, des symboles, des rituels, des expériences extraordinaires ou pas si extraordinaires que ça, des vocabulaires parfois très complexes pour décrire des états intérieurs. Tout cela peut avoir une histoire, une valeur, une fonction. Mais au milieu de tout cela, il est possible qu'on finisse par oublier une question extrêmement simple. Est-ce que tout cela m'aide réellement à comprendre ce qui me détermine? Parce que si ce n'est pas le cas, peut-être que nous sommes en train d'accumuler des réponses autour d'une question que nous n'avons jamais vraiment traversée. Maintenant, oublions tout cela pendant un instant. Pas de voyage, pas de retraite, pas de maître, pas de rituel particulier. Imaginez simplement que vous êtes en face à quelque chose de difficile dans votre vie ordinaire. Un conflit qui dure depuis trop longtemps avec quelqu'un que vous aimez, une décision importante que vous repoussez depuis des semaines sans vraiment savoir pourquoi, ou une peur qui revient toujours dans les mêmes situations. Et cette fois, pour une raison ou pour une autre, vous décidez de ne pas faire ce que vous faites habituellement. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas immédiatement à faire disparaître l'inconfort. Vous ne cherchez pas tout de suite une distraction. Vous ne cherchez pas non plus immédiatement une solution. Vous essayez d'abord de comprendre. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Qu'est-ce que j'attendais de cette personne? Qu'est-ce qui a été déçu? Pourquoi cette situation précise m'affecte-t-elle autant alors qu'une situation presque identique laisserait quelqu'un d'autre relativement indifférent? Et peut-être même, est-ce vraiment la situation présente qui me fait réagir ou est-ce qu'elle révèle quelque chose que je connais déjà depuis longtemps? Ce n'est pas forcément agréable. Souvent, au contraire, il y a une résistance. On aimerait trouver rapidement un coupable, une explication simple, quelque chose qui permettrait de fermer le dossier et de passer à autre chose. Mais imaginons que cette fois, vous continuez un peu. Pas pour vous juger, pas pour découvrir ce qui ne va pas chez vous. Simplement pour comprendre ce qui produit ce qui est en train de se passer. Et progressivement, quelque chose que vous n'aviez jamais vraiment vu commence à devenir visible. Vous reconnaissez une attente, un mécanisme, une répétition, peut-être une cause qui était là depuis longtemps, mais que vous n'aviez jamais réussi à formuler clairement. Et ce qui est intéressant, c'est que le problème n'a pas forcément disparu. La personne avec laquelle vous êtes en conflit est toujours là, où la décision doit toujours être prise, la difficulté existe toujours dans le monde réel. Mais votre position face à elle a changé. Parce que maintenant, vous n'en êtes plus simplement l'effet. Vous commencez à comprendre ce qui l'a produit. Et comprendre ce qui produit quelque chose, ce n'est pas devenir tout puissant. C'est important de le préciser. Comprendre une cause ne signifie pas qu'on peut immédiatement la supprimer. Certaines causes ne dépendent pas de nous. Certaines contraintes sont parfaitement réelles. Certaines situations doivent simplement être traversées. Mais même dans ce cas, comprendre change notre rapport à ce qui arrive.
Parce qu'une cause que je peux identifier n'agit plus sur moi exactement de la même manière qu'une cause que je ne comprends pas. Je peux commencer à voir où j'ai une prise. Je peux aussi reconnaître où je n'en ai pas. Et cette différence change déjà ma capacité d'agir. C'est là qu'on peut comprendre la raison dans un sens qui est très différent de celui qu'on lui donne habituellement. Quand on entend le mot « raison », on imagine parfois quelque chose de froid, quelqu'un qui analyse tout, qui ne ressent plus rien, qui transforme la vie en équation. Mais ce n'est pas de cette raison-là que je parle. Je parle d'une raison qui cherche à comprendre les causes. Pourquoi ceci produit-il cela? Pourquoi suis-je affecté de cette manière? Qu'est-ce qui me détermine ici? Qu'est-ce que je peux comprendre de cette situation qui me permettra de ne plus subir exactement de la même manière? Et lorsque cette compréhension augmente, quelque chose d'autre peut augmenter avec elle. C'est-à-dire notre puissance d'agir. Pas notre pouvoir surtout. Notre capacité réelle à agir à partir d'une compréhension plus adéquate de ce qui nous arrive. Et cette augmentation peut produire une forme de joie très particulière. Pas l'euphorie ou l'extase, ni cette impression que tout va soudainement bien, mais quelque chose de beaucoup plus discret, la joie qui accompagne le fait de devenir un peu plus capable de comprendre, et par cette compréhension même, un peu plus capable d'agir. C'est ici qu'on arrive à ce que la sociontologie civique appelle l'immanence réelle. Dans un collectif, l'immanence réelle apparaît lorsque les causes qui affectent les membres deviennent appropriables par ceux qu'elles affectent. Appropriables. Ça peut sembler abstrait, mais l'idée est finalement assez simple. Cela veut dire que ces causes peuvent être comprises, qu'elles sont accessibles et qu'elles peuvent au moins, en partie, être modifiées par ceux qu'elles concernent. Ça ne veut pas dire que le collectif contrôle tout. Aucun collectif ne contrôle tout. Ça veut dire qu'il devient suffisamment capable de comprendre ce qui le produit pour ne pas être simplement emporté par des causes qu'il ne voit pas. Et peut-être qu'à l'échelle d'une existence, la question n'est finalement pas très différente. Est-ce que je cherche seulement à obtenir certains effets? Ou est-ce que je deviens progressivement plus capable de comprendre les causes qui produisent ce que je vis? Parce qu'entre les deux, il y a une différence considérable. Dans un cas, je cherche à retrouver un état. Dans l'autre, j'augmente ma capacité à comprendre le réel. Et cette compréhension, elle peut continuer à agir lorsque l'expérience est terminée. Alors peut-être qu'on peut revenir maintenant au mot que nous avons utilisé depuis le début, spiritualité. Qu'est-ce que nous cherchons vraiment derrière ce mot? La paix? Du sens? Une manière de sortir pendant quelques instants du bruit permanent de la vie ordinaire? Le sentiment d'être relié à quelque chose? Il n'y a rien à mépriser là-dedans. Mais peut-être qu'au fil du temps, nous avons réellement entouré cette recherche de pratiques, de symboles, de lieux, de maîtres, d'expériences extraordinaires, ou pas si extraordinaires que ça, que nous avons fini par confondre que ce que nous cherchions avec les moyens que nous utilisions pour le chercher. Et si on retirait tout cela pendant un instant? Pas pour le détruire, pas pour dire que tout cela ne vaut rien, simplement pour voir ce qui reste. Il reste une personne confrontée au réel, affectée par ce réel, traversée par des joies, des peurs, des désirs, des conflits, des rencontres. Et cette personne peut passer sa vie à chercher ailleurs quelque chose qui la libérera de ce réel. Ou elle peut essayer de le comprendre. Comprendre ce qui l'affecte, comprendre pourquoi cela l'affecte, comprendre les causes dont elle est l'effet. Et découvrir progressivement
celles sur lesquelles elle peut agir. Peut-être qu'une spiritualité d'immanence commence précisément là. Non pas lorsqu'on ajoute quelque chose au réel, mais lorsqu'on cesse d'avoir besoin de lui ajouter un autre monde pour commencer à le regarder vraiment. Et c'est ici que la raison retrouve peut-être une place qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Pas contre la sensibilité, ni contre les émotions, ni contre aussi l'expérience, mais comme capacité à comprendre ce qui les produit. Parce qu'une émotion comprise n'est pas une émotion supprimée. Une peur comprise n'est pas une peur méprisée. Un désir compris n'est pas un désir condamné. On essaie simplement de comprendre de quelle cause nous sommes les effets. Et à mesure que cette compréhension progresse, nous pouvons devenir davantage cause de ce que nous faisons. Alors peut-être que la libération n'est pas un état extraordinaire auquel il faudrait parvenir, mais peut-être qu'elle n'est pas un endroit où arriver aussi. Peut-être qu'elle est ce mouvement très concret par lequel nous passons progressivement d'une existence que nous subissons sans en comprendre suffisamment les causes à une existence dans laquelle nous comprenons davantage ce qui nous détermine et où, par conséquent, notre puissance d'agir peut augmenter. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a peut-être aucune révélation, aucun état supérieur, aucune promesse. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus solide, une compréhension qui ne disparaît pas nécessairement quand on rentre chez soi ou en soi. Et c'est exactement pour cela que cette question dépasse largement la spiritualité individuelle. Une famille peut ne plus comprendre ce qui produit ces conflits. Une association peut répéter les mêmes réunions pendant des années, sans comprendre pourquoi plus personne n'a réellement envie de s'y engager. Une entreprise peut multiplier les procédures participatives sans que ceux qui y travaillent aient davantage de prise sur les décisions qui déterminent leur vie. Une institution peut continuer à fonctionner longtemps après avoir perdu la compréhension de ce qui lui donnait sa raison d'être. Mais un collectif peut aussi apprendre à regarder ce qui lui arrive et peut rendre visibles les causes de ces tensions, comprendre pourquoi certaines décisions produisent toujours les mêmes effets, reconnaître ses erreurs, modifier ses règles, réorienter son action. Et à mesure qu'il devient capable de comprendre les causes qui l'affectent et d'agir sur elles, il devient davantage cause de sa propre existence. C'est cela que la sociologie civique cherche à observer. Pas si un collectif est bon ou mauvais, pas s'il correspond à un modèle idéal, mais s'il devient réellement capable de comprendre ce qui le produit et d'agir sur les causes qui déterminent son existence commune. C'est là que l'immanence réelle cesse d'être une idée philosophique. Elle devient une manière concrète d'exister ensemble. Alors la prochaine fois que vous cherchez quelque chose d'essentiel, que ce soit dans un voyage, une pratique, une personne, un groupe ou simplement dans un moment de votre vie, peut-être qu'il y a une question que vous pouvez garder quelque part. Pas comme une règle, simplement comme une boussole. Est-ce que ce que je cherche me rend plus capable de comprendre les causes de ce qui m'affecte, ou est-ce que cela me permet surtout de retrouver, pendant un temps, un effet dont je reste dépendant? Parce que si la réponse penche du côté de la compréhension, alors peut-être que ce que nous cherchons n'est pas aussi loin que nous le pensions. Peut-être qu'il ne s'agit pas toujours de quitter le réel. Peut-être qu'il s'agit d'apprendre à le regarder suffisamment longtemps pour comprendre ce qu'il produit. Et peut-être que la raison n'est finalement pas ce qui reste lorsque nous avons abandonné la spiritualité. Peut-être aussi qu'une raison qui nous permet de comprendre davantage, qui augmente notre puissance d'agir et qui nous rend progressivement moins dépendants de causes que nous ne comprenons pas, est précisément ce que nous cherchions
depuis le début sous le nom de spiritualité. Et si c'est le cas, alors nous n'avons peut-être pas besoin d'une spiritualité qui nous amène ailleurs. Nous avons peut-être besoin tout simplement d'une compréhension qui nous ramène ici, dans le réel, dans ses causes, et dans la part de ce réel dont nous pouvons progressivement devenir davantage cause de nous-mêmes. Voilà pour cette lecture. Dites-moi en commentaire ce que vous mettez, vous, derrière le mot spiritualité, et surtout si vous pensez qu'une pratique peut réellement nous libérer sans nous aider à comprendre davantage les causes de ce qui nous affecte. Si vous voulez aller plus loin, la méthode complète de socio-ontologie civique est présentée dans mon livre, dont vous trouverez les liens en description. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et on se retrouve à lundi. À vendredi.